Donc je fais Sexy Killer. Ben tu fais à peu près tout en fait, je te laisse te démerder. Merci Marianne. Non. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Clone Web, l'émission. Ce mois-ci, pour faire dans l'originalité, nous avons décidé de dédier cette émission à la fête la plus horrifique du monde et de vous emmener aux confins de la terreur pour un voyage que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Vous avez cru, hein. Non, en fait, Halloween, on en a juste rien à secouer. Ce mois-ci, nous allons nous pencher sur le regard de différentes générations face au monde qui les entoure, puisque deux des films de notre sélection, dont les critiques vous sont offertes en avant-première, se posent comme les témoignages des acteurs de demain avec leurs ressentis sur l'environnement actuel. Que ce soit l'adaptation d'un comic book survitaminé ou la naissance d'une révolution dans notre vie de tous les jours, les deux sorties salles auxquelles on s'intéresse ont en commun le fait qu'elles ont été faites par des geeks et pour des geeks, même si on concédera facilement que l'une d'entre elles s'attaque à une problématique bien plus large. C'est donc tout naturellement que nous vous proposons un certain regard sur le monde. Ce qui fait un petit peu titre de film d'auteur français, on est d'accord. Refus des conventions passées, frustration face à certains modèles désormais dépassés ou l'envie de changer la donne, voici un échantillon des raisons qui motivent les héros de cette émission à vouloir marquer l'époque de leur empreinte, quitte à faire table rase sur certaines habitudes bien ancrées dans notre société. Tenez-vous bien donc, car cette émission est résolument placée sous le signe du renouveau et de la nouvelle génération qui prend la relève. Et pour tous ceux que le programme réjouit d'avance, il va falloir faire preuve de patience encore quelques minutes, puisque le premier film chroniqué dans cette émission n'a pas grand chose à voir avec notre thématique. Uy, te estás quedando calvo. Yes. My oh my. Yes. Pour le coup, c'est même la petite pause Halloween du jour, avec la critique d'un film d'horreur sorti de derrière les fagots et arrivé directement sur les étalages des directs ou DVD. Comme on est super sympa et qu'on parlait déjà dans la dernière émission des surprises que peuvent réserver ces sorties de seconde zone, on a éculé les plannings de sortie DVD pour tenter de confirmer notre théorie. Dans les films d'horreur, et plus particulièrement les slashers, les codes veulent généralement mettre en place un tueur sociopathe furieusement dérangé du bulbe, dont le but dans la vie est d'aller zigouiller tous les adolescents en pleine croissance d'hormones, et plus particulièrement ceux qui s'adonnent aux fruits défendus. Le top pour eux, c'est évidemment de dézinguer joyeusement de la belle donzelle, dont le faible quotient intellectuel est inversement proportionnel aux mensurations de soutien-gorge, sauf pour l'héroïne qui doit toujours s'en sortir parce qu'elle est plus pure. Vous en aviez marre de ce schéma ultra usité? Ça tombe bien puisque visiblement vous n'étiez pas les seuls, comme le démontre un certain Miguel Martí avec Sexy Killer, Mariras por Ella, tout simplement retitré chez nous Sexy Killer. On n'ira pas jusqu'à dire que ce réalisateur espagnol a eu une idée de génie en mettant en scène une tueuse en série parfaitement intégrée au milieu des élèves d'une université, puisque ce n'est pas la première fois que le cinéma met en scène ce schéma-ci, comme on a déjà pu le voir dans quelques films oubliés de tous, dont le malheureux American Psycho 2. D'un autre côté, il faut dire que l'idée reste sacrément alléchante, et qu'aucun film n'a donc su l'exploiter correctement, ce qui est bien dommage quand on réalise combien voir des vilains garnements en chaleur se faire refaire le portrait par une ligne vénère peut être un concept amusant. Sexy Killer se pose donc comme un nouveau candidat potentiel et plutôt prometteur, d'autant que le film avait déjà fait parler de lui lors du dernier Beef, ce qui lui a permis de sortir en DVD chez nous. Le film ne cache pas son jeu longtemps comme le montre son introduction qui pastiche Scream en jouant à l'arroseur arrosé, sauf qu'ici l'arrosé se fait tuer. Une bonne entrée en matière qui pose d'emblée le ton du film assez décalé, puisque l'héroïne, Barbara, est a priori une jeune femme tout ce qu'il y a de plus normal, qui rêve de vivre une vie de Barbie et de trouver son Ken pour mener une existence parfaite de poupée gâtée. Une sorte de Paris Hilton en quelque sorte, la jeune femme ne se privant pas de sauter sur tout ce qui bouge, à la différence près donc que si le candidat en face d'elle ne lui convient pas, elle finira par le jeter comme une vulgaire chaussette en ayant auparavant pris soin de lui ôter son existence.
Un concentré de girl power rétablissant l'égalité des sexes à grands coups de couteau dans le bide donc, mais qui ne manque pas de rappeler son statut de femme du 21e siècle, comme le montrent les nombreux passages clipesques du film, lorsque Barbara se retrouve plongée dans son rêve de poupée Barbie, ou quand elle revisite les pages de Cosmopolitan en détripant chaque top modèle qui y pose. Il faut dire que dans Sexy Killer, l'héroïne souffre pour notre plus grand bonheur d'un tempérament capricieux et jaloux à l'extrême, ce qui la poussera parfois dans des situations des plus cocasses. ¿Y por qué no? Quelque part, le monde selon Barbara, c'est plutôt simple. Par exemple, si vous la croisez au restaurant avec une robe bien plus jolie que la sienne, la première chose à faire c'est de ne surtout pas aller aux toilettes. Si vous n'assurez pas au lit et que la pauvre s'ennuie à mourir, bah vous avez intérêt à décamper vite fait. Et si vous avez tendance à fricoter des élèves à qui vous donnerez des bonnes notes en échange de bons procédés, vous êtes dans la merde. Sexy Killer alourdit cependant son concept par un scénario ne manquant pas de se mettre des bâtons dans les roues, avec une narration qui se complique la vie pour pas grand chose, la première heure de film étant racontée par l'héroïne s'adressant à une de ses victimes, forcée d'écouter la belle vu que celle-ci lui a planté la main dans la carrosserie de sa voiture. Une situation pas vraiment nécessaire vu que le récit se suffit à lui-même, bien qu'en réalité, cela permet de mieux introduire la seconde partie du film devant laquelle on a soudain envie de se dire que le film veuille rendre hommage au cinéma d'horreur en général. C'est bien gentil sur le papier, mais le problème, c'est que la chose dure seulement 1h20 et qu'opérer un changement de ton grâce à une pirouette scénaristique complètement abracadabrantesque pour mieux passer dans un autre genre d'horreur, c'est extrêmement casse-gueule, surtout si on n'a pas préparé le terrain auparavant. Vous vous en doutez, le réalisateur n'y a pas franchement pensé, et si la dernière demi-heure se voudrait être un summum de n'importe quoi complètement assumé et fun, on a plus tendance à regarder la chose en se demandant si on ne nous prend pas pour des buses et pourquoi elles en sont arrivées là, alors qu'il y avait matière à faire un final bien plus drôle et en accord avec le concept du film. Les 30 dernières minutes du film, c'est typiquement la fausse bonne idée, c'est-à-dire que le mec, pendant 55 minutes, il tient son récit, même si parfois c'est un peu lourd, il tient son concept quand même, avec un ton assez décalé, plutôt original, et le gars il te pulvérise tout quoi. Rien à foutre. Une histoire qui part donc complètement en sucette et qui malgré ses nombreux clins d'œil au genre finit par devenir un tel bordel que tout ce que l'équipe du film avait réussi à construire jusque-là retombe à plat. Et c'est quand même vachement con. Cette démarche maladroite est d'autant plus dommage que la mise en scène s'avère très correcte dans l'ensemble, tout comme la bande-son collant parfaitement à l'ambiance assez barjot de cette Barbie sanglante, alors que le casting fait son taf sans broncher, avec quelques acteurs bienvenus tels que Juan Carlos Velido, déjà vu dans l'excellente Échine du Diable et bientôt dans Pirates des Caraïbes 4. Dans le premier rôle, Macarena Gomez se révèle elle aussi plutôt correcte, d'autant plus que parfois elle a des airs de Christina Ricci, ce qui n'est pas pour me déplaire, même si on pourra déceler chez elle une tendance à surjouer, quand bien même cela se veut en accord avec son rôle. À défaut d'être une franche réussite donc, Sexy Killer s'avère plutôt rigolo et plaisant, pour peu que l'on passe sur son scénario qui part dans tous les sens, et que l'on aime son humour pas toujours des plus subtils. De toute manière, il y a quand même de quoi satisfaire nos appétits, car au fond, ça reste tout de même un film avec des séquences Barbie Girl sous exta, comme d'habitude, il y a toujours de quoi se rincer l'œil pour les trois pervers du fond. Mais surtout, on y voit un caniche se faire écraser. Jason, come here with me. Au fond, ouais, s'il devait y avoir une seule raison pour voir Sexy Killer, ce serait ça, quoi. C'est tellement cool. Bref, si vous ne savez pas quoi regarder avec vos potes pour la prochaine soirée pizza bière, Sexy Killer fera sûrement l'affaire. En attendant, on peut attendre un truc qui pourrait être super intéressant, c'est de faire un remake anglais, donc avec de l'humour anglais, sans la fin pourrie, et avec Gemma Arterton dans le premier rôle. Et là, je pense qu'on a, là, on tient un chef-d'œuvre, on tient un truc, quoi. Ça, là, c'est, là, on tient un truc. And they said, no, you have to take this seriously. Aaron Sorkin wrote it, and so I said, well, send it. And I called back after reading it and said, I would do this in a heartbeat. I think this is a great movie. À présent, n'attendons plus une seconde et rentrons tout de suite dans le vif du sujet, avec deux films suscitant une attente toute particulière, d'autant plus que le premier intrigue la toile depuis plus d'1 an par son histoire. Il faut dire qu'un film sur la création du plus grand réseau social de la planète, j'ai nommé Facebook, c'est d'autant plus casse-gueule qu'a priori personne n'en a rien à carrer de savoir comment il est, ce qui s'avère être pourtant une révolution dans notre vie de tous les jours. On n'attendait donc pas forcément le film à l'époque, mais plutôt avec une certaine curiosité, jusqu'au jour où on a su que le fameux Social Network allait être réalisé par un certain David Fincher.
Et si le soulagement suscité par cette annonce l'an dernier était assez fort, il ne nous préparait en rien à la claque donnée par ce qui s'avérait tout simplement le meilleur film américain de l'année. Ce qui semble évident à la vision du dernier Fincher était pourtant loin d'être concevable tant la fabrication du film s'est faite dans un silence radio quasi total. Pensant même durant un temps qu'il ne s'agissait là que d'une rumeur, le film a fini par montrer le bout de son nez tardivement avec une première affiche assez surprenante et un teaser tout aussi énigmatique. Un choix finalement très intelligent puisque non content d'interpeller par le peu d'informations et le mystère de son sujet atypique, cette promotion servira le film tant la surprise est énorme durant le visionnage. La cause principale de cette réussite est avant tout à mettre au crédit une équipe ultra talentueuse, avec comme responsable en chef le scénariste du film Aaron Sorkin, connu pour son travail en tant que créateur et scénariste de la série à la Maison Blanche. Basé sur le livre La revanche d'un solitaire de Ben Mesrich, le scénario n'explique pas seulement la naissance du célèbre site, mais tire le portrait fascinant de son créateur Mark Zuckerberg et de toute une génération visant à marquer le 21e siècle au fer rouge. L'histoire montre comment Zuckerberg, en bon représentant d'une partie de sa génération, a voulu transférer les rapports sociaux et tout ce que cela implique sur le net pour mieux s'affranchir de la peur des institutions ou des groupes, ici représentés par des clubs universitaires très sélects auxquels l'étudiant n'avait pas accès. That's why I wanted to talk to you. If we On could the just... internet. Tout cela est évidemment à mettre en rapport avec les difficultés pour s'intégrer dans n'importe quelle société et du malaise ou de la crainte que peuvent provoquer les rapports humains malgré la volonté de se faire remarquer, apprécier ou d'être reconnu. Car il s'agissait pour le créateur de Facebook avant tout d'un désir de reconnaissance auprès d'une seule personne chez qui il connut un échec émotionnel et affectif, le tout se posant comme un fil tendu durant tout le film alors qu'on ne voit la personne qu'à 3 reprises. Propulsé au sommet, le créateur a tout fait pour mener à bien son entreprise, quitte à trahir son meilleur ami et à voler des idées à d'autres, le but absolu étant d'amener à terme un projet aussi génial que limité. And those expectations were expressed this way. Génial parce que Facebook est un outil de communication et d'échange complet, ce que le film n'a pas besoin de prouver et ça tombe bien puisqu'il ne le fait pas, mais aussi limité car quand bien même on y mettra toutes les fonctionnalités que l'on veut, jamais ce genre de site ne pourra retranscrire l'authenticité et la chaleur d'un véritable rapport humain. Un fait que Mark Zuckerberg retranscrit complètement dans sa personnalité complexe et dans son histoire, dont le créateur du plus grand réseau social au monde reste avant tout un homme solitaire. Ainsi, le scénario colossal de Sorkin cristallise-t-il toute cette thématique et bien d'autres, parlant autant d'une génération propulsée au sommet que du mal-être de celle-ci face au monde réel, de son enfermement sur elle-même, sans jamais poser un avis tranché sur la question et en faisant preuve d'une grande neutralité, laissant le soin au spectateur de laisser en tirer les questions et conclusions qui s'ensuivent. Une richesse thématique et émotionnelle, servie par l'autre point fort du scénario, à savoir une narration d'une fluidité tout bonnement hallucinante. Si Aaron Sorkin était déjà célèbre pour ses talents de storytelling hors pair, il en apporte une nouvelle fois la preuve tant The Social Network est passionnant à suivre du début à la fin, grâce à une dynamique et une lisibilité parfaite, le scénario ne prenant jamais le spectateur par la main et jouant sur plusieurs temporalités sans jamais faire perdre le déroulement de l'histoire. Que ce soit dans les dialogues bourrés de répliques incisives et marquantes, dans son approche de la construction chronologique et thématique, ou encore dans la manière dont certaines scènes se font écho et se répondent, le tout fait preuve d'une écriture enlevée et limpide, qui a en plus la chance d'être portée par une galerie de comédiens bluffants. On savait David Fincher excellent directeur d'acteurs, bien qu'il avait fait jusqu'alors uniquement appel à des comédiens confirmés ou prestigieux pour tous ses films. Il se pose désormais comme révélateur de talent, puisque si son casting est déjà composé de têtes connues pour la plupart, jamais on n'avait vu ses participants aussi inspirés. Si, comme moi, Jesse Eisenberg vous avez exaspéré dans Zombieland, tenez-vous bien, tant l'acteur crève l'écran et joue un Zuckerberg plus vrai que nature, comblant le peu de ressemblance avec le créateur original en faisant preuve d'un jeu ultra inspiré, que ce soit dans son phrasé ultra rapide ou dans toute une série de tics propres à l'homme réel. Cette qualité de jeu, liée au savoir-faire d'Aaron Sorkin, permet dès la première scène du film de comprendre la manière d'être du personnage et de saisir une part de sa complexité pour mieux analyser son parcours par la suite. Mais Jesse Eisenberg n'est pas la seule révélation du film, puisque Andrew Garfield se révèle lui aussi excellent et prouve qu'on peut compter sur lui en tant que futur Peter Parker, tandis que Justin Timberlake transforme l'essai et démontre définitivement qu'il est un acteur très doué, comme on avait déjà pu l'entrevoir dans Black Snake Mohan. Et si le reste du casting n'est pas laissé de côté, avec notamment la trop rare Rashida Jones, on ne pourra que féliciter la performance d'Armie Hammer, qui interprète à lui tout seul les deux jumeaux Winklevoss, ceux qui ont eu l'idée de départ volée par Zuckerberg. Un casting de jeunes promis en forme donc, et un scénario en béton armé, auquel on ajoute à cela la mise en scène de Monsieur David Fincher, et là, y a-t-il besoin de commenter ? Le réalisateur a toujours été connu pour son perfectionnisme absolu, et une fois de plus, il fait honneur à sa réputation tant on voit mal ce qu'on pourrait reprocher formellement à son dernier bébé.
Par moments filmé comme un thriller, le film affiche une mise en scène a priori très sobre et pourtant d'une complexité et d'une maîtrise absolue. Se rapprochant plus d'un Zodiac que d'un Fight Club dans son style ici assez posé, The Social Network n'abuse d'aucun effet de style et affiche un montage entièrement cut, ce qui ne lui pèse en rien tant il retranscrit avec fidélité la narration de Sorkin, tandis qu'il transcende constamment toutes les thématiques de son film. Que ce soit pour poser une atmosphère à la perfection en un seul mouvement de caméra, ou tout simplement pour faire ressentir l'émotion de ses personnages, Fincher use ici d'un découpage pondéré et dans lequel chaque plan, chaque composition de cadre ou chaque transition fait sens, démontrant une réflexion et un travail colossal de mise en scène. Par exemple, au début du film, t'as une scène qui est extraordinaire, où t'as Zuckerberg qui est en train de faire la première ébauche de Facebook avec un site sur lequel il met 2 photos de nana et en fait tu cliques sur celle que tu préfères. Et en fait il fait ça pour son université et le mec est en train de hacker tous les serveurs de Harvard, tout ça, pour récupérer toutes les photos. Et en train de t'expliquer en voix off, oui donc en fait je passe par la passerelle Apache et je hack le truc SQL sans même rien comprendre à ce qu'il raconte parce que ça reste du langage de nerd. Tu sens qu'il est en train de foutre le bordel le gars et juste par le montage, par le découpage, tu sens qu'il y a un truc qui est en train de se passer quoi. Célèbre pour sa photo toujours extrêmement léchée, le cinéaste fait ici appel en tant que directeur photo à Jeff Cronenweth avec qui il n'avait pas collaboré depuis Fight Club. Il démontre qu'il reste toujours à l'heure actuelle l'un des maîtres absolus en termes de tournage HD. Tourné avec la caméra Red One en résolution 4K, le film affiche une photo plutôt sombre et aux teintes froides, renvoyant directement au côté tragique de cette histoire alimentée par l'égoïsme et la trahison, comme à la solitude du personnage et à la froideur informatique qui imprègne tout le film de son ombre. On pourra en dire autant de la bande originale monstrueuse du film, composée par Trent Reznor, le leader du groupe Nine Inch Nails, et par son comparse Atticus Ross, avec qui il collabore actuellement sur leur nouveau groupe How to Destroy Angels. Si la perspective d'entendre Reznor sur un projet pareil était alléchante, d'autant que l'homme avait déjà fait des participations remarquées au score de Journey de Lost Highway, là encore le musicien et son comparse se sont complètement surpassés, tant les différentes compositions enlevées et les sonorités électroniques chères à Reznor terminent d'installer l'ambiance anxiogène et pesante du film, à tel point que le choix des 2 hommes pour la bande-son tient de l'évidence. Pour le coup, j'avais pas entendu un truc pareil depuis les dernières bandes-son de Clint Mansell sur Moon ou sur The Fountain, c'est-à-dire qu'il y a une telle cohérence, il y a une telle convergence entre la musique et le film qu'en fait ils deviennent un peu indissociables quoi. C'est-à-dire que comme sur The Fountain, t'écoutes un morceau de la bande son de Social Network, tu te dis ok ça se passe à cette scène-là, t'es capable de ressentir direct l'image du film et pour le coup j'invite vraiment les gens qui ont aimé le film à réécouter la musique après parce qu'elle est vraiment excellente. Film miroir de toute une génération et de toute une décennie, témoignage poignant sur la déshumanisation des rapports humains et sur l'omniprésence de l'individualisme dans notre société actuelle, ou encore récit passionnant sur l'avènement du numérique et la toute-puissance économique du virtuel, The Social Network c'est tout ça à la fois et bien plus encore. Rares sont les films à avoir autant sublimé de tels thèmes, et malgré l'actualité bouillante du sujet, la maîtrise formelle absolue, l'interprétation irréprochable et une écriture brillante font du dernier Fincher en date un film contemporain qui passera les âges sans problème et qui est amené à faire date tant il reflète avec brio 10 ans de basculement dans nos manières de vivre. Quant à dire que David Fincher nous livre là un petit chef-d'œuvre, ça tient d'évidence. I believe I deserve some recognition from this board. I'm sorry? Yes. I don't understand. Which part? Didn't you get my email explaining the situation? I skimmed it. Et nous voici téléportés dans un endroit que nous connaissons, que nous avons déjà vu, sans transition en plus, c'est absolument magnifique. Marc, rebonjour et re-bienvenue dans ton émission. Merci. Et on te retrouve pour parler d'un film très attendu, un film que si vous suivez Clone Web, vous en avez forcément entendu parler. Il s'agit de Scott Pilgrim vs. The World et Marc, est-ce que tu peux nous dire avant tout, pour ceux qui vivent dans une caverne ou qui n'ont jamais mis les pieds sur Clone Web, qu'est-ce que c'est Scott Pilgrim? C'est une bande dessinée de Brian Lee O'Malley qui existe en 3 tomes en français et en 6 tomes en anglais, sachant que l'histoire est terminée. Ça raconte l'histoire d'un jeune qui habite Toronto, au Canada, et qui est un peu glandeur, un peu loser, entre 2 jobs, il fait pas grand chose. Il joue dans un groupe qui s'appelle les Sex Bob Bomb. Et voilà, ça c'est le pitch de départ. Jusqu'au jour où il va rencontrer une autre fille, Ramona. Donc ça va être le coup de foudre et elle va lui dire que s'ils veulent rester ensemble, il doit vaincre ses 7 ex-petits amis. C'est une histoire, plutôt une romance où on décrit un peu la vie des jeunes de Montréal et une histoire d'amour qui grandit. Et à la fin du premier tome, alors en plein milieu d'un concert, il y a un combat à la Dragon Ball.
Ça surprend évidemment pour le premier. Après, on commence à avoir l'habitude. Et effectivement, le principe, c'est que il va devoir défaire 7 boss de fin de niveau. Parce que Scott Pilgrim, c'est une BD qui non seulement contient des combats surréalistes et de la romance, mais en plus contient d'énormes références à des tas de jeux vidéo. Et aussi des clins d'œil aux comics en général. Voilà, il y a beaucoup de références à plein de choses. Un énorme plein d'influences bien digérées, faut préciser. Voilà. Et donc, Scott Pilgrim, qui est évidemment à lire absolument, hein, la version française c'est chez Milady et ça vaut 7 €. A été adapté au cinéma par Edgar Wright, qui est le monsieur qui a fait Shaun of the Dead et Hot Fuzz. Très bon film. Et on l'a vu, et donc c'est vachement bien. Scott Pilgrim, il a une sortie qui est repoussée au 1er décembre, donc ça fait 4 mois après la sortie américaine. Ce sera 1 mois après la sortie du DVD et du Blu-ray américain. Tout le monde aura vu ce film sûrement par d'autres moyens, alors qu'il mérite d'être vu en salle parce que c'est carrément génial. Alors j'ai lu une phrase sur internet qui disait là où la BD recyclait, le film innove. Est-ce que tu es en accord avec cette phrase? Oui, c'est-à-dire que le film utilise ce que la BD ne peut pas montrer. Le film profite du son et de l'image qui bouge en fait. Donc il y a plein de bruitages de jeux vidéo différents, il y a plein de références visuelles, c'est assez différent. Et il y a aussi le fait que c'est, à ma connaissance, le premier film qui garde un aspect cartoon. Donc il insère des onomatopées, il insère comme des traits de crayon, il y a des choses très très visuelles à l'écran tout le temps. Ça paraît presque naturel d'ailleurs à la fin, mais vraiment tout le temps, genre quand il appuie sur une sonnette, on voit des petits traits, ce genre de trucs. C'est vraiment très travaillé, donc ouais, carrément pour moi le film innove, non seulement par rapport à la BD, mais en plus par rapport à tout un tas d'adaptations de comics au cinéma. Et justement, comme c'est en fait une série qui a un début et une fin qui termine un peu un one-shot, Edgar Wright adopte pas du tout la méthode Rodriguez ou Snyder, à savoir je fais du collage et j'adapte la BD à l'image près. Alors oui et non, les 15-20 premières minutes du film sont vraiment le copier-coller du tome 1. La bonne idée, c'est que ça permet vraiment aux spectateurs de comprendre l'univers, de comprendre bien les personnages, de vraiment s'immerger dedans. Et après, une fois qu'on est à fond dans le truc, il peut se permettre de diverger. Il diverge pour 2 raisons. Le film fait 1h40, il y a 6 tomes à résumer, donc c'est forcément un peu court et il fallait forcément des raccourcis. Et puis surtout, le scénario a été écrit alors que le dernier tome de la BD n'était pas sorti. Donc Edgar Wright n'avait pas forcément connaissance de ce que Brian Lee O'Malley avait en tête. Pourtant, il a participé au film. Pourtant, il a participé au film, il a validé le scénario, mais O'Malley s'est gardé un peu le privilège d'une fin à part pour son bouquin et qui est pas dedans. Enfin, on va pas tout dévoiler, mais il y a eu des scènes supplémentaires qui ont été tournées en début d'année, juste avant la sortie du film, justement pour être un peu raccord avec ce 6e tome. Donc il y a des choses dedans qui s'y retrouvent. La toute fin, la conclusion en elle-même est identique. Après, la manière d'y arriver est différente. Je pense que le film est vraiment limité à un public très particulier. Il faut vraiment connaître les références aux jeux vidéo, il faut vraiment apprécier ces combats dynamiques un peu à la Dragon Ball avec des pouvoirs psychiques et des amourettes d'adolescents dans une ville canadienne. Donc, le public est vraiment très restreint et à mon avis ça plaira à très peu de gens. Pour donner un exemple, dans la salle quand on l'a vu en projection presse, les 2 premiers rangs étaient peuplés de jeunes, branchés, lecteurs, etc. qui connaissaient et qui étaient morts de rire tout le temps et qui faisaient des bonds sur leur siège. Et le fond de la salle était rempli par des critiques presse qui... Plus traditionnelles, désagréable. Voilà, de la critique presse papier un peu âgée, quoi. Et il y en a qui n'ont pas bougé d'un millimètre pendant la séance, alors que le film est hilarant. Ouais, voilà. Mais en même temps, je pense que tous les gens qui nous regardent en ce moment sont visés par le film et s'éclateront à le voir. Le film a aussi un super casting. C'est pas toujours évident de retranscrire à l'écran des visuels, surtout quand c'est des humains. En plus, moi, c'est une question que j'allais te poser vis-à-vis de Michael Cera, qui a priori est quand même pas du tout dans le même comportement que Michael Cera, il joue un rôle qui ressemble un peu à ces personnages un peu précédents. Mais en même temps, le côté grand, mollasson, qui finit par s'en sortir,
ça colle assez bien avec Scott Pilgrim. Ouais, mais Scott Pilgrim, il est quand même par moments assez fou, quoi. Il a des côtés où il a des grosses mimiques complètement délirantes, et est-ce qu'il a ça dans le film? Alors là aussi, moi le seul truc, c'est que je trouve que Serra reste un peu trop mou, et disons que visuellement, ce garçon a l'air d'être en permanence fatigué. Cela dit, il s'en sort vachement bien. Je trouve que les seconds rôles s'en sortent encore mieux. Une mention particulière pour Ramona, Mary-Elizabeth Winstead. C'est très joli. Parce qu'elle s'en sort vachement bien aussi. Alors le casting est très bien, c'est vachement réussi. Donc il faut aller voir Scott Pilgrim. Il faut aller voir Scott Pilgrim. That was epic. Cette 7ème émission est désormais terminée, merci toujours de suivre et de poster vos commentaires, tout ça, n'hésitez pas à continuer de le faire. Pour résumer, ce mois-ci, Sexy Killer en direct ou DVD, ça sort je crois le 19 octobre, et pour une soirée pizza-bière, c'est pas mal, mais louez-le, ne l'achetez pas, mais voilà, en location ça peut être rigolo. Social Network et Scott Pilgrim, qui sont deux films Claude Web approuve, quand même, très Claude Web approuve pour le coup pour Scott Pilgrim. Carrément. Donc deux films à aller voir absolument, et on insiste beaucoup sur le absolument, à la fin de l'année. En BD, on ne fait que teaser le prochain Fearful Symmetry parce qu'on en parlera plus longtemps sur le site. Asterios Polyps, David Mazzucchelli, vous le connaissez sûrement parce qu'il a dessiné notamment Batman Year One, et il revient après des années d'absence avec un graphic novel qui déchire sa race, pour reparler correctement. Donc dans la prochaine rubrique Fearful Symmetry, vous pourrez avoir tous les détails sur Asterios Polyps. Et enfin en DVD ce mois-ci, en direct ou DVD, on en avait parlé dans l'émission du NIF, 51-50 rue des Ormes. Ça avait été un de nos coups de cœur en Suisse, et il se voit malheureusement réduit à une sortie direct ou DVD, mais bon, c'est déjà ça. Au moins les gens pourront l'acheter et le voir. Et ça mérite vraiment, donc oui, foncez acheter 51-50 rue des Ormes en DVD. Marc, merci de nous avoir accueillis une fois de plus. Mais ce fut un plaisir, À la prochaine fois. On se reverra sûrement très bientôt. Et d'ici là, on vous dit au mois prochain, allez au cinéma, portez-vous bien, et ciao. Et le 6ème tome est paru aux États-Unis l'été dernier. Ça a été un gros succès. Ils ont, pour donner des chiffres un peu hallucinants, à Toronto, dans la petite librairie où tout avait commencé, ils ont eu 3000 visiteurs pour la soirée de lancement, dont 800 personnes qui ont fait la queue pour obtenir un autographe. 800 mecs pour obtenir un autographe, je trouve ça quand même pas mal. Il faut être courageux. Ouais, il faut être courageux. Pour faire la queue et pour les signer. Voilà. Une mention particulière pour Ramona, Mary-Elizabeth Winstead, très joli, qui pourrait devenir notre égérie à la place de Gemma Arterton. Ça va être difficile. Je note que pour une fois, je n'ai même pas besoin de dire Gemma Arterton dans une émission, parce que tu l'as fait, alors que je l'avais déjà fait auparavant. On a quand même réussi à le caser. Ça fait 2 fois que j'avais casé dans Sexy Killer, mais je te remercie. C'est bien, on le casse sans problème.